La semaine dernière, Vladimir Poutine s'est rendu en Inde et y a été reçu avec les plus grands honneurs. Que cela nous apprend-il sur ces deux pays et sur les États émergents des BRICS? Pour en discuter avec moi, j'accueille la chercheuse indienne et spécialiste de la Russie, la professeure Anuradha Chenoy. Anu, bienvenue à nouveau. Bonjour, ravi d'être à nouveau avec toi, Pascal. Ravi de vous retrouver. Vous étudiez les relations entre l'Inde et la Russie depuis de nombreuses années. Pouvez-vous me dire d'abord ce que vous avez pensé de cette visite d'État? Et y a-t-il eu quelque chose qui vous a surpris, ou tout s'est-il déroulé comme prévu? Eh bien, écoutez, je pense que cette visite comportait plusieurs niveaux. Il y avait des aspects bilatéraux, des implications régionales, ainsi que des dimensions politiques, stratégiques, économiques, de défense et symboliques. Vous savez, beaucoup de signaux ont été envoyés. Ce que beaucoup dans la presse et ailleurs attendaient, c'était de grandes annonces spectaculaires qui n'ont pas eu lieu, mais je crois que cela faisait partie d'un long processus historique, politique et économique, un processus très global. Et je pense que c'est cela que nous pouvons discuter. En quoi c'était un processus et ce qu'il y avait derrière, car de nombreuses choses qui se sont produites juste avant ou qui vont se produire n'ont pas été annoncées. Alors, vous savez, il y avait beaucoup de signaux et de symboles. Le contexte géopolitique, le fait qu'il s'agissait d'une célébration des 25 ans depuis la signature de l'accord de partenariat stratégique entre les deux pays. Et je pense qu'il est clair pour les Indiens que la Russie est en train de gagner cette guerre et que l'Inde a... eh bien, ils ont dit qu'ils étaient neutres, mais ils ont en quelque sorte soutenu la Russie tout au long du conflit. Ils se sont mutuellement soutenus en un sens. Cela a été mutuellement bénéfique au cours des 3 dernières années. L'Inde a obtenu du pétrole russe à des tarifs très fortement réduits, ce qui, comme l'a même dit le ministre des Affaires étrangères, a alimenté l'économie indienne. Et d'un autre côté, l'Inde a contribué à maintenir à flot l'économie russe à un moment très difficile marqué par des sanctions généralisées. Oui, et c'est bien l'accusation venant de l'Occident, n'est-ce pas? Que la Chine et l'Inde ont aidé la Russie en ne rejoignant pas les sanctions. Ce qui est pourtant un argument très étrange, car pourquoi une guerre par procuration de l'Occident, obligerait-elle l'Inde et la Chine à modifier leurs relations avec la Russie? C'est d'ailleurs toujours un problème pour les États neutres. On leur dit sans cesse que s'ils ne nous aident pas, leur refus d'aider équivaut à un soutien à l'autre camp. C'est un schéma tout à fait classique. Mais l'Inde a tenu bon et est restée très ferme, n'est-ce pas? Même sous la pression des États-Unis, qui il y a environ un mois ou 6, 7 semaines, ont essayé de sévir contre l'Inde en disant « Vous devez arrêter d'acheter du pétrole ». Et l'Inde a répondu « Non, juste non. Allez, sanctionnez-nous davantage. Nous n'allons pas arrêter. » Et les Américains ont reculé. Ils n'ont pas réellement mis ces sanctions à exécution. Eh bien, il y a 25% de sanctions supplémentaires sur l'Inde. En plus des 25% de droits de douane, je veux dire, vous savez, ce sont des mesures économiques unilatérales. Ils ont ajouté un autre 25% pendant plusieurs mois. Ainsi, l'Inde paie maintenant, ou vous savez, subit 50% de droits de douane, ce qui est très élevé sur les exportations indiennes et sur une grande partie d'entre elles aussi. Les exportations indiennes vers les États-Unis sont assez importantes, presque 100 milliards de dollars. Donc, des secteurs comme celui des pièces automobiles, des bijoux et des pierres précieuses, ils sont presque en train de sombrer. Mais le gouvernement a essayé de les subventionner et de trouver de nouveaux débouchés. Par exemple, l'industrie des produits de la mer a trouvé de nouvelles voies, notamment vers le Japon et même la Russie.
qui vient d'accorder 25 licences à l'industrie maritime pour les importations de crevettes. Donc, les États-Unis vont également en pâtir, car si l'on crée de nouveaux canaux et chaînes de valeur, ceux-ci s'inscrivent dans le long terme. Même s'ils réduisent les droits de douane plus tard, l'Inde se sera déjà diversifiée. Et l'autre point que vous souleviez à propos de la pression, je pense que l'Occident a toujours cette attitude du type « avec nous ou contre nous », alors que le reste du monde a une vision multipolaire. Ce n'est pas que nous soyons contre vous. Nous avons simplement une politique étrangère indépendante. Nous avons le droit de choisir. C'est cela, l'autonomie stratégique. Nous ne sommes en aucun cas contre vous. Mais laissez-nous tranquilles sur d'autres sujets. Nous pouvons entretenir des relations avec plusieurs partenaires, trilatérales, bilatérales, peu importe. Mais nous ne sommes pas alignés sur ce type de système international très bipolaire ou tripolaire. Et c'est de cela qu'il s'agit avec la multipolarité. C'est de cela qu'il s'agit avec la nouvelle géopolitique. Et ils ont avancé de nombreux arguments. Les Indiens, tout comme les Russes, ont dit « Regardez ». Même Poutine, à ce moment-là, a déclaré que les États-Unis achetaient du combustible nucléaire. Alors pourquoi imposent-ils des restrictions à l'Inde pour le pétrole? Parce que ce qu'ils veulent, il n'y a pas de sanctions dessus. Il n'y a pas de sanctions sur le combustible nucléaire. L'Europe, à bien des égards, achète du pétrole qui provient de Russie. Ils peuvent l'obtenir via l'Azerbaïdjan, la Turquie ou l'Inde, etc. Mais au final, ils l'achètent. L'Inde a donc présenté ce type de logique. Et ils ont également dit, nous avons augmenté nos achats de pétrole aux États-Unis, nous avons commandé des armes aux États-Unis, parce que, vous savez, les États-Unis ont en quelque sorte un système de tribus. Il faut... Oui, je n'y avais jamais pensé en ces termes. Mais oui, le système tributaire, en gros, d'accord, je t'offre mon argent, tu me rends un peu d'armes. Et donc, on est copains. Oui, c'est vrai. Mais ce qui m'a surpris, c'est que la visite d'État avait évidemment été planifiée depuis longtemps, non? Ce genre de choses ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'y a que Donald Trump pour avoir l'idée de rencontrer Poutine la semaine prochaine. Les autres pays normaux planifient ça au moins 1 an à l'avance, avec différents ministères impliqués, le protocole, et ainsi de suite. Ce qui m'a surpris, c'est que cela a été fait avec autant de faste. Le compte Twitter officiel de Narendra Modi a en fait tweeté à ce sujet presque chaque minute, avec de nombreuses photos, des graphismes et des vidéos magnifiquement réalisées. Très, très fier, vous savez. Donc en un sens, c'est l'opposé de ce que les États-Unis aimeraient voir et de ce que l'Europe souhaite voir. Si quelque chose se passe, ce serait plutôt quelque part dans une arrière-salle. Mais l'Inde a tenu à démontrer cette relation, n'est-ce pas? Oui, eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles est qu'il s'agit d'une relation historique sans véritable hauts et bas. Elle a toujours été fluide. Comme l'a dit l'un des anciens analystes traditionnels, les relations de la Russie avec l'Asie ont toujours été stables, parfois un peu discrètes, mais avec l'Inde, elles ont toujours été très solides, et cela transcende tout le spectre politique. Il n'y a aucune critique à ce sujet, même de la part des partis d'opposition. Sur le plan intérieur, la confiance envers la Russie existe à tous les niveaux, de la communauté stratégique jusqu'aux citoyens ordinaires. Ils estiment que la Russie sera toujours à leur côté, car elle a toujours soutenu l'industrialisation indienne, le secteur public, ainsi que les échanges d'étudiants et de scientifiques. Chaque astronaute du programme spatial indien y a été formé. C'est donc à un niveau très profond et à un niveau très sectoriel. Sur le plan intérieur, c'était une bonne occasion pour M. Modi de le mettre en avant. Sur le plan international,
il voulait souligner l'autonomie stratégique que la Russie est un partenaire. Et oui, nous souhaitons entretenir des relations stratégiques avec les États-Unis que nous essayons de construire depuis 20 ans. Mais les États-Unis, sous M. Trump, ont en quelque sorte humilié M. Modi et l'Inde de plusieurs manières au cours des derniers mois, notamment en affirmant sans cesse qu'ils étaient ceux qui avaient servi de médiateurs entre l'Inde et le Pakistan. Et cela a toujours été une position très ferme de l'Inde, constante dans sa politique étrangère, selon laquelle elle n'autorisera aucune intervention d'un tiers dans ses différends. Elle les réglera elle-même, en particulier avec le Pakistan, et sur la question de la ligne de contrôle effectif avec la Chine. Elle le ferait elle-même. Elle en a la capacité. Elle le fait déjà. Ainsi, lorsque M. Trump n'a cessé de répéter, il l'a dit une trentaine de fois, qu'il avait joué les médiateurs, cela revenait essentiellement à dire que l'appareil de politique étrangère indien mentait. Si vous continuez à dire « j'ai résolu le problème » et que c'est même écrit dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale, dès le premier ou le deuxième paragraphe, on y énumère les conflits qu'ils prétendent avoir réglés et il y est indiqué Inde et Pakistan. Cela irrite donc l'Inde, c'est le premier point. Ensuite, il y a ces pressions économiques unilatérales, des droits de douane, une amende de 25% pour l'achat de pétrole russe, pas de réunions régulières, des pressions sur l'Inde à propos de toutes sortes de choses, l'achat d'armes, etc. L'Inde a donc envoyé un message affirmant qu'elle ne modifierait pas ses anciennes relations stratégiques traditionnelles sous la pression européenne ou américaine. C'est pourquoi cette visite a été si grandiose, si médiatisée. En fait, les Russes la voulaient comme une visite officielle, mais l'Inde l'a élevée au rang de visite d'État. Et c'est pour cela que le Premier ministre était présent sur le tarmac. Normalement, il n'y est pas. Ce sont le ministre des Affaires étrangères ou d'autres ministres qui s'y rendent. Mais il était là, depuis l'aéroport jusqu'au déjeuner organisé chez lui. Et de plus, les Russes sont venus avec une large délégation, leur ministre des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi qu'une importante délégation d'hommes d'affaires. Il y a eu une rencontre en tête-à-tête avec la communauté d'affaires en Inde, à laquelle ont pris la parole à la fois M. Poutine et le Premier ministre indien. Il y a eu des discussions et si l'on regarde le document publié, la déclaration d'accord, ils ne l'ont pas appelé un mémorandum. C'était plutôt une déclaration d'accord. Elle comporte environ 23 volets différents et aborde un large éventail de questions. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai dit qu'il s'agit d'un processus, c'est qu'il y a 2 ou 3 points sur lesquels nous devons revenir. L'un d'eux est que seulement 2 jours avant la visite de Poutine, la Douma russe a ratifié un accord en cours depuis presque un an. Il a d'abord été signé en février et s'appelle l'accord d'échange réciproque de logistique, ou RELOS. Il a été ratifié le 2 décembre. En vertu de cet accord, les 2 armées peuvent accéder réciproquement à leurs ports et aéroports pour la logistique, les exercices et les secours en cas de catastrophe. Cela donne à la marine et à l'armée de l'air indienne un accès aux infrastructures des ports du nord de la Russie et de l'Arctique, et cela offre à la marine marchande russe un accès à la région de l'océan Indien où opère la marine indienne. Bien sûr, ils avaient signé un accord similaire en 2016 avec les États-Unis, appelé le Mémorandum d'échange logistique, mais celui-ci est beaucoup plus approfondi en raison du type d'accès qu'il accorde aux forces armées. Donc, juste pour clarifier, ce n'est pas seulement pour les navires commerciaux. Il s'agit d'un accès portuaire militaire. Pas de stationnement, je suppose, mais un accès, c'est bien ça?
L'accès signifie qu'ils peuvent venir pour des réparations ou de la maintenance. Donc ce serait temporaire, mais ce n'est pas une station complète. Vous savez, ils ne peuvent pas simplement y rester, mais ils peuvent venir s'ils ont besoin d'une pièce de rechange ou en cas d'urgence. Ils n'ont donc pas à le faire immédiatement, c'est à long terme. Ils peuvent venir, sinon il est difficile d'accéder au port indien. Mais cela facilite les choses. Cela doit encore être mis en place, mais cela ne leur donne pas une base ou quoi que ce soit de ce genre. C'est simplement qu'il y aura un soutien logistique mutuel, notamment pour la navigation. Voilà pour le premier point. Ensuite, il y a eu une tentative continue de signer un accord de libre-échange, pas seulement avec la Russie. Et il y a un mois à peine, notre ministre des Affaires étrangères a déclaré que le cadre était prêt et que les détails étaient en cours de finalisation. Les discussions entre Modi et Poutine ont indiqué qu'ils souhaitaient accélérer le processus. Ils ne l'ont donc pas encore signé, mais la procédure est en cours. Et il faut se rappeler, par exemple, que l'accord 1-2 accord n'a toujours pas été signé et qu'il a déjà pris 11 ou 12 ans, car ils n'arrivent pas à s'entendre sur les barrières tarifaires et non tarifaires ou sur l'importation de produits laitiers. Mais celui-ci, ils s'attendent à le signer d'ici un an. Dans ce cadre, plusieurs accords plus modestes ont été conclus. Par exemple, les chemins de fer russes et indiens ont signé un contrat de 5 milliards de dollars américains pour construire des trains à grande vitesse. Et cela ne date pas seulement de cette fois-ci. Ces derniers jours, tout cela s'est mis en place progressivement afin que cela ne provoque pas un grand choc pour l'Occident, qui est très nerveux et considère la Russie comme une menace. Ils ont également convenu de développer le transport maritime commercial en Inde et l'Inde va mettre en place une usine pharmaceutique à Kaluga, en Russie. Ce sont de petites choses, mais je pense qu'elles s'additionnent pour former quelque chose de significatif. L'autre point, c'est que ces discussions ont établi une feuille de route et un objectif pour accroître le commerce entre la Russie et l'Inde, qui s'élève actuellement à environ 69 milliards de dollars, afin d'atteindre 100 milliards d'ici 2030. Le commerce reste un point faible. Les échanges de l'Inde avec la Chine sont plus importants et le commerce avec la Russie est un peu déséquilibré, car il repose en grande partie sur le pétrole et les produits pétroliers, les engrais, le charbon et la défense. Mais le commerce commercial reste encore assez limité. Le marché russe, d'après ce que j'ai pu constater, est largement dominé par le marché chinois. Désolé, je me permets d'intervenir. Je suppose que l'Inde a un déficit commercial avec la Russie, non? Parce que le pétrole, entre autres, est très cher et en grande quantité. Et ce que l'Inde exporte vers la Russie n'est probablement pas aussi important que ce que la Chine peut exporter. Donc j'imagine que vous voudriez rendre cela plus équilibré sur ce point. Absolument, Pascal. C'est un point très important car les exportations de l'Inde s'élèvent à un peu plus de 4 milliards, légèrement moins de 5 milliards, et elle souhaite les augmenter. Ce qui s'est passé en conséquence, c'est que la Russie a accumulé une énorme quantité de roupies indiennes, car M. Poutine a également déclaré que 96% de ce commerce se faisait en monnaie nationale. C'est considérable. Il dispose donc d'une énorme réserve de roupies. Que fait-on pour remédier à cela, car c'est aussi une grande préoccupation pour l'Inde? Désolé, une question. Cela veut-il dire que la Russie vend son pétrole à l'Inde en roupies, qu'elle accepte réellement les roupies pour le pétrole? Eh bien, vous voyez, il y a une histoire derrière tout cela. Oui, ils le font, ou parfois avec des dirhams, via les Émirats arabes unis. Mais comme il y a des sanctions et que la Russie a été coupée de SWIFT, le système de messagerie financière, ils ne peuvent pas accepter de dollars, ce qui ne leur sert à rien. Ils doivent donc accepter des roupies.
Autrefois, pendant la période soviétique, il existait un accord de commerce roupie-rouble et pendant des années, l'Inde a eu un échange roupie-rouble. Mais cela s'est effondré lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée et l'Inde s'est retrouvée avec des roubles alors que la valeur du rouble déclinait. Ils ont donc conclu un accord sur la manière d'indexer le rouble sur le dollar. Mais maintenant, c'est la Russie. Mais il y a un point très intéressant et important concernant la méthodologie, la manière dont la Russie va utiliser ses roupies. C'est essentiel. Je pense que la Banque de réserve de l'Inde dispose d'un système appelé le système Vostro, dans lequel une banque étrangère peut ouvrir un compte en Inde. Elle obtient une licence et peut donc effectuer des transactions en monnaie nationale. Or, aussi récemment que le 12 août 2025, la Banque de réserve de l'Inde a modifié certaines règles pour les Russes, permettant ainsi aux entités russes, entreprises et banques, de réinvestir leurs excédents de roupies dans des obligations d'État indiennes, des bons du Trésor et des actions. On voit donc l'avantage. D'abord, il y a ce commerce en roupies. La Russie détient une grande quantité de roupies et elle ne sait pas vraiment quoi en faire, car ce n'est pas une monnaie internationale comme le dollar ou l'euro. Elle a donc commencé à réinvestir dans les infrastructures indiennes, les obligations d'État, les bons du Trésor et même les actions. Cela ne date que du 12 août 2025, donc il faudra du temps. Mais la Banque centrale de Russie a ouvert un bureau à Mumbai et Sberbank y possède plusieurs agences. Ils ont déclaré, peut-être pendant la réunion ou juste avant, qu'ils allaient investir l'équivalent de 100 millions de dollars dans l'économie, les marchés et les bons du Trésor indien au cours des 3 prochaines années. On voit donc qu'il s'agit d'un échange circulaire, presque en boucle. Mais c'est parfait. C'est exactement comme cela que ça doit être. Je veux dire, l'argent ne fonctionne que s'il y a une boucle. Donc le principe de la monnaie de réserve, le dollar américain, c'est que tout le monde en veut. Par conséquent, on peut l'échanger contre énormément de choses. Mais si vous concluez des accords commerciaux bilatéraux, vous avez besoin d'un mécanisme bilatéral pour que ces devises puissent circuler à nouveau d'une manière ou d'une autre, ou être échangeables avec d'autres. Nous voyons donc ici le début de la manière dont 2 très grandes nations essaient de comprendre comment refermer la boucle, n'est-ce pas? Sans que la roupie reste simplement en circulation. Ce qui signifie désormais que, même techniquement, le gouvernement indien peut emprunter des roupies indiennes à des entités russes, ce qui est une chose utile à faire, n'est-ce pas? On peut voir comment cela se rattache aux BRICS. Je veux dire, tous les pays des BRICS ne souhaitent pas réellement la dédollarisation, c'est certain. Le dollar est très important pour eux, pour leurs économies aussi. Donc toute cette perception de menace en Occident, selon laquelle il y aurait une dédollarisation, n'est pas vraiment exacte. Un monde multipolaire a besoin d'une économie multipolaire, ainsi que de systèmes bancaires et financiers correspondants. Ils veulent donc simplement effectuer ce type d'échanges bilatéraux dans leur monnaie nationale. Et je pense que cela faisait partie de l'accord. Les 2 parties ont convenu que le système d'échanges bilatéraux devait être rendu plus fluide, et c'était l'un des principaux accords signés. Ce n'était pas très précis, mais il était indiqué que les 2 pays s'intéressent à l'harmonisation du système et à la mise en place d'accords en monnaie locale, des échanges par le commerce, ainsi qu'au développement d'un système de messagerie financière qui fonctionnerait entre la Russie et l'Inde. Chacun dispose déjà du sien. Vous savez, la Russie a son propre système de messagerie et l'Inde le sien.
Mais l'idée est de relier ces systèmes d'une manière ou d'une autre et aussi d'examiner les monnaies numériques qui font toute partie du cadre des BRICS. Cela a donc également été présenté comme un cadre économique bilatéral. Tu sais, c'est fascinant parce que tout cela est très interconnecté, n'est-ce pas? Cela montre très bien qu'il s'agit essentiellement d'une question bilatérale, mais avec de nombreuses implications multilatérales. Maintenant, laisse-moi te poser une question. En général, quand deux grandes puissances, ou puissances majeures, se rapprochent de plus en plus, il y a une troisième partie qui devient plus nerveuse. Nous avons déjà les États-Unis et l'Europe, qui sont assez nerveux. Mais qu'en est-il de la Chine? C'est en quelque sorte la troisième partie très importante dans cette équation. Alors, penses-tu que les Russes et les Indiens essayent d'inclure la Chine de manière à ce qu'elle ne se sente pas exclue, ou bien se passe-t-il quelque chose en coulisses? Eh bien, voyez-vous, la politique russe est très claire en ce qui concerne la Grande Eurasie. Et la Grande Eurasie inclut la Chine, l'Inde, l'ASEAN et les pays d'Asie du Nord-Est. Leur relation, la relation de la Russie avec l'Europe, est en fort déclin. Donc, culturellement, ils sont européens, mais politiquement et économiquement, ils se tournent vers ce qu'ils appellent la Grande Eurasie, dont ils font partie. Et vous savez, la moitié de la Russie, après tout, se trouve en Asie, géographiquement. Ils entretiennent également des relations stratégiques très étroites avec la Chine, c'est bien connu et discuté à l'échelle internationale. Et la Russie s'intéresse beaucoup à un forum tripolaire, Russie-Inde-Chine, et au renforcement de leurs relations. Ce n'est pas nouveau. Tout cela a commencé de manière intéressante vers 1993 ou 1995. Premièrement, je pense que le Parti communiste chinois, le PCC, avait adopté en 1992 une petite résolution sur l'importance d'une relation entre la Russie, l'Inde et la Chine. Mais les relations entre l'Inde et la Chine sont très inégales, surtout jusqu'en 2020, ces années entre 2015 et 2016, et surtout de 2018 à 2020, lorsque des escarmouches ont eu lieu à la frontière. Car nous avons une sorte de ligne gelée et il n'existe aucun accord sur l'emplacement exact de la frontière entre l'Inde et la Chine. Il y a donc un problème frontalier. Et la Chine considère qu'une partie de l'État himalayen indien de l'Arunachal est en réalité le sud du Tibet, ce qui explique ses sensibilités à ce sujet. Les Russes également, il y avait la doctrine Primakov, affirmait devait exister un partenaire RIC, qui est ensuite devenu les BRICS, et la Russie a cherché à promouvoir de meilleure l'Inde et le RIC. La relation sino-indienne ne s'est pas vraiment développée, mais ils la laissent tranquille, car ils n'interviennent pas dans les décisions de politique étrangère de l'Inde. Cependant, ils en parlent dans leur discours, affirmant que ce serait une bonne chose. L'Inde et la Chine en tireraient toutes deux profit. Mais l'Inde et la Chine ne sont pas entièrement d'accord sur toutes les questions. Bien sûr, le commerce entre l'Inde et la Chine est à un niveau très élevé, supérieur à celui entre l'Inde et la Russie. Il existe donc de solides relations économiques et de nombreux produits précurseurs utilisés par l'Inde proviennent de Chine, par exemple dans le domaine des antibiotiques. Or, l'Inde est censée être le centre pharmaceutique du monde et ses exportations se chiffrent en milliards de dollars. Mais certains composants proviennent également de Chine. De même, pour les pièces automobiles et d'autres secteurs, ils ont aussi certains composants. Ensuite, ils les refabriquent ici en utilisant une sorte de technologie de démontage. Il y a donc une dépendance. Mais la Chine souhaite des relations économiques plus étroites. C'est sa politique et elle s'y consacre. L'Inde, en revanche, veut que la question frontalière soit réglée. Lors de la dernière réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai à Tianjin, en août, je crois que vous l'avez mentionné dans l'une de vos vidéos,
La rencontre entre Xi, Modi et M. Poutine a de nouveau été très médiatisée, tout récemment en août, où Xi Jinping et Modi sont tombés d'accord sur ce point. Xi Jinping and Modi agreed, and there were several meetings where the Chinese foreign minister. Il y a eu plusieurs réunions au cours desquelles le ministre chinois des Affaires étrangères est d'abord venu en Inde pour le mécanisme de travail et de coordination entre l'Inde et la Chine. C'est une très bonne chose qu'il existe un groupe de travail et un mécanisme de coordination à la frontière qui a tenu sa 23e réunion juste avant la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Lors de cette réunion, les deux dirigeants ont établi un paradigme affirmant que les divergences ne devaient pas se transformer en conflits, qu'il devait essentiellement y avoir une gestion des conflits, dans des termes très clairs de gestion des conflits. Il existe diverses propositions, car il y a environ 50 000 soldats indiens et chinois à cette frontière. Ils n'ont pas complètement désamorcé la situation, bien qu'à certains moments, il y ait eu un désengagement partiel, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères au Parlement indien il y a quelque temps. Et si je me souviens bien, désolé, juste pour intervenir, si je me souviens bien, les deux camps ont pris certaines mesures pour réduire les risques à la frontière, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que ce soit exact, mais j'ai entendu dire qu'il existait une politique interdisant de porter des armes. Il y a donc eu des cas où les soldats se sont effectivement lancés des pierres, mais sans utiliser leurs armes. C'est bien ça, non? Il y a self-protocol dual grace. Oui, parce qu'il y a eu environ 4 ou 5 affrontements. L'un d'eux a été grave, lorsque des soldats indiens ont été tués à Galwan, mais il y en a eu d'autres où ils n'utilisaient que des bâtons et des pierres. Même cela provoque une sorte de sentiment nationaliste et une perte de confiance, surtout au sein du public. Vous savez, il existe un nationalisme indien et nous avons en quelque sorte un gouvernement nationaliste presque xénophobe. Cela se répercute à tous les niveaux et il y a un manque de confiance. Ce n'est donc pas facile d'avoir une sorte de triangle Russie, Inde, Chine, car ils sont aussi en concurrence les uns avec les autres dans la région. Il y a des problèmes, mais la Russie tient à établir de meilleures relations dans l'espoir de renforcer les liens Russie-Inde-Chine. Mais cela ne faisait pas partie des discussions, c'était purement bilatéral. Donc, la Russie n'essaie pas de s'immiscer dans la relation entre la Chine et l'Inde, comme les États-Unis essaient de s'immiscer partout, n'est-ce pas? C'est donc plutôt une approche non interventionniste. Mais dans un monde parfait, nous serions tous amis. C'est exact. Peut-être une dernière question. Y a-t-il un sens? Puisque la Russie a développé ses relations bilatérales au cours des dernières années, tout en travaillant également dans des forums multilatéraux. L'un des aspects intéressants est qu'elle établit désormais une relation avec la Corée du Nord, n'est-ce pas? De différentes manières, sur le plan militaire, mais aussi économique, ils ont des projets. Dans la relation entre l'Inde et la Russie, dans le processus que vous avez décrit, la Corée du Nord a-t-elle joué un rôle d'une manière ou d'une autre? Non, parce que je pense que l'Inde et la Russie respectent toutes deux les limites de l'autre, dans le sens de leur autonomie, à prendre leurs propres décisions en matière de politique étrangère. Je ne pense pas qu'ils en aient discuté du tout. Mais il y a deux autres points importants. L'un concernait la question de la mobilité de la main-d'œuvre qualifiée, un accord qui permettra à la main-d'œuvre indienne de se rendre en Russie. La Russie manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Oui, les États-Unis viennent de rendre beaucoup plus difficile l'arrivée de travailleurs indiens qualifiés. Alors, pourquoi pas? Oui, exactement.
Et bien sûr, les accords de défense en cours, car lors du conflit de 4 jours entre l'Inde et le Pakistan, l'armée indienne a estimé que les S-400 étaient très efficaces, tout comme les avions Sukhoi que l'Inde importe. Il y aura également une production conjointe de plusieurs avions militaires. Donc on peut le voir, et bien sûr la coopération en sciences et technologies, les échanges d'étudiants, la culture et le cinéma, à tous les niveaux. Que ce soit l'économie, la défense, la politique, les BRICS, l'OCS, tout cela, de nombreux domaines ont été abordés. D'accord. Parlons un peu de la manière dont les États-Unis influencent tout cela. D'un côté, il y a eu les tarifs douaniers, de l'autre, la pression constante. Mais maintenant, il y a aussi ce nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale qui est sorti la semaine dernière. Je n'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet, je suis encore en train de l'étudier. Comment ça s'est-il produit? En a-t-on parlé en Inde? Est-ce que cela a eu un impact sur la façon dont l'Inde perçoit la manière dont les États-Unis essayent de manœuvrer? Et est-ce que cela influence la relation avec la Russie? En un sens, ce qui s'est passé au cours des derniers mois, c'est, je crois, que les États-Unis sous Trump ont adopté une stratégie différente à l'égard de l'Inde, contrairement à l'administration Biden et aux précédentes, qui cherchaient réellement à faire de l'Inde un partenaire stratégique pour contenir la Chine. Et dans ce processus, ils exerçaient une pression sur l'Inde. En fait, l'un des adjoints au conseiller à la sécurité nationale des États-Unis est venu en Inde et a déclaré « Écoutez, si la Chine attaque l'Inde, la Russie ne vous soutiendra pas. Vous devriez donc entretenir de meilleures relations stratégiques avec nous. » Cela a été rapporté dans la presse indienne. On peut voir qu'ils essayaient d'éloigner l'Inde de la Russie, mais cela n'a jamais fonctionné. Et maintenant, je pense qu'ils semblent avoir abandonné. Pendant longtemps, les États-Unis ont estimé que le Pakistan était un meilleur partenaire stratégique. Les États-Unis entretenaient des relations très étroites avec l'armée pakistanaise et le Pakistan faisait partie de l'organisation du traité central ainsi que d'autres pactes militaires américains. Et ils étaient très utiles. Mais après le 11 septembre, et compte tenu du fait que le Pakistan avait protégé Oussama Ben Laden, les relations des États-Unis avec l'armée pakistanaise, qui à bien des égards constitue l'État pakistanais lui-même, ont changé. En Inde, on dit souvent que le Pakistan a une armée, mais que c'est l'armée qui a un État, plutôt que l'inverse. Quoi qu'il en soit, cette relation s'est atténuée, et les liens avec l'Inde se sont renforcés. L'Inde a toujours affirmé que cette relation ne devait pas être hyphénée, et a donc tenté de la déshyphéner. Mais cette hyphénation a désormais repris. On peut voir que Asim Munir, le chef d'état-major du Pakistan, a eu 2 réunions très importantes avec le président américain. Le Pakistan est de nouveau sollicité, car il revêt une importance stratégique majeure pour les États-Unis en ce qui concerne l'Iran, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'aspect islamique de Sahel. Mais sur ce point, les États-Unis sont en quelque sorte en train de perdre le Pakistan, n'est-ce pas? Parce que, comme lors de la guerre de 12 jours entre Israël et Gaza, le Pakistan est même allé jusqu'à dire « non, non ». Nous aiderions à défendre l'Iran. Du moins, ils ont fait de telles déclarations. Eh bien, écoutez, je pense que le Pakistan est très intéressant sur le plan géopolitique, car il peut équilibrer toutes ces nations, et ces pays savent aussi qu'ils ont besoin du Pakistan. Stratégiquement, ils partagent une frontière avec l'Iran, et ils ont également eu des problèmes avec l'Iran. Il y a même eu des bombardements entre eux. Et pourtant, ils entretiennent aussi de bonnes relations. Donc, parfois c'est bien, parfois c'est mal. Ils changent constamment. Leur armée est assez flexible à cet égard. Ils ont des relations étroites, très étroites, avec la Chine, et je ne pense pas que les États-Unis puissent perturber cela.
Mais malgré tout, les États-Unis estiment qu'ils peuvent utiliser l'armée pakistanaise de manière stratégique, comme ils l'ont fait auparavant. Puis, il y a eu une accalmie, et maintenant il semble que cela va de nouveau s'intensifier. Surtout parce que l'ambassadeur américain en Inde, M. Gore, mais c'est proche de Trump, n'est pas un ambassadeur en Inde, mais aussi l'envoyé spécial de M. Trump pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale. Ah, vraiment? D'accord. Cela signifie donc que l'Inde a été, dans une certaine mesure, rétrogradée sur le plan stratégique. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un ambassadeur en Inde, le poste est désormais lié à toute la région. Et il existe plusieurs autres exemples où il semble par exemple que la réunion du Quad qui devait avoir lieu a été reportée. Dans ce document sur la stratégie de sécurité nationale, 33 pages, j'ai constaté que l'Inde n'est mentionnée qu'à 2 reprises environ, puis dans 2 ou 3 autres passages, soit au total 4 fois. L'une des mentions concerne la manière dont les Américains et M. Trump ont résolu le conflit entre le Pakistan et l'Inde. Et la seconde indique que l'Inde est un partenaire important pour l'Indo-Pacifique. Plus précisément, ils aimeraient à nouveau utiliser l'Inde comme partenaire dans l'Indo-Pacifique, comme un possible moyen de contenir la Chine, ce que l'Inde n'apprécie pas. Ils souhaitent être un partenaire dans l'Indo-Pacifique pour la logistique et les voies maritimes, mais ils ne veulent pas être perçus comme impliqués dans un conflit entre les États-Unis et la Chine, car ils tiennent à préserver leur neutralité. Et vous savez, les États-Unis ont un problème à ce sujet, car ils aimeraient utiliser l'Inde dans le théâtre maritime contre la Chine. Mais les problèmes de l'Inde avec la Chine, ces différents frontaliers, ne se situent pas en mer. Ils sont terrestres. C'est une question de territoire, pas une question maritime. En termes maritimes, je pense que les liens commerciaux entre les deux pays sont quelque chose que les deux parties apprécient. Donc, pour les États-Unis, oui, c'est difficile à vendre, n'est-ce pas? C'est difficile à faire accepter. Vous savez, c'est parce que l'Inde veut entretenir de bonnes relations avec les États-Unis. Et lorsque je suis allée récemment en Chine, le discours là-bas est constamment que les États-Unis sont un hégémon, un tyran, et qu'il faut de la multipolarité. Nous ne sommes pas contre eux. Ce sont eux qui sont contre nous. Et même certaines entreprises, j'en ai vu 1 ou 2, ont été individuellement sanctionnées dans la biotechnologie et d'autres domaines. Mais l'Inde, elle, ne passe pas son temps à dire que les États-Unis sont un hégémon ou un tyran. Elle essaie de négocier. Il existe une communauté stratégique très pro-américaine, sympathique envers l'Amérique, mais en même temps, elle ne veut pas que ses relations avec la Russie soient perturbées. Elle veut de l'autonomie et ne pas faire partie d'un théâtre de conflit, comme vous dites. Oui, donc en un sens, le document sur la stratégie de sécurité nationale indique en fait que l'objectif principal est, enfin, le bon côté des choses, c'est que je pense que l'objectif principal n'est pas de mener une guerre avec la Chine, mais d'empêcher tout concurrent d'atteindre le niveau des États-Unis. Je veux dire, dans l'imaginaire américain, les États-Unis sont le numéro 1, n'est-ce pas? Ils ont la primauté, et il faut s'assurer que cela soit maintenu. Le but est de faire en sorte que tout le monde reste en dessous de la Chine. Mais dans ce sens, l'Inde ne peut probablement pas être utilisée dans l'Indo-Pacifique, ou plus largement dans le Pacifique, dans le théâtre maritime, comme il le souhaiterait. Alors, penses-tu que la communauté stratégique en Inde comprend réellement que c'est probablement l'une des approches américaines vis-à-vis de l'Inde? Ils le comprennent certainement, mais en même temps, vous savez, s'ils veulent une meilleure relation avec les États-Unis, ils devront peut-être céder quelque chose.
quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas envie de céder. Et c'est un aspect, si vous voulez une meilleure relation avec l'Inde, alors le Quad doit fonctionner. Et le Quad est quelque chose qui peut être assez dangereux. Mais le Quad fonctionne déjà. Il est en place depuis, disons, 10 ans ou plus. Et oui, n'est-ce pas en partie cela? Tu as utilisé le mot système tributaire au début. N'est-ce pas un peu comme « D'accord, nous te montrons que nous te donnons de l'argent et que nous achetons des choses chez toi pour que tu restes satisfait. » C'est bien ça? Deux choses. Premièrement, le Quad est apparu, vous savez, lorsqu'il y a eu ce gigantesque tsunami qui a touché le Japon, l'Asie du Sud-Est et les côtes indiennes. Tant de personnes ont été tuées. C'était une catastrophe internationale d'une ampleur énorme dans cette partie du monde. À cette époque, la marine indienne a apporté une aide importante à de nombreux navires et autres, mais elle agissait seule. Et elle a compris qu'elle avait besoin d'un lien avec d'autres marines de la région. Immédiatement, les Américains sont intervenus et ont proposé le Quad comme cadre pour les secours en cas de catastrophe, ainsi que pour la coopération humanitaire et la sécurité maritime. Et bien sûr, les Américains ne font jamais rien sans réfléchir à long terme à la Chine. L'Inde, elle aussi, n'a pas de très bonnes relations avec la Chine, donc elle a rejoint l'initiative, car elle cherche constamment à améliorer ses relations et à être un partenaire stratégique des États-Unis. Mais pour que l'Inde conserve son autonomie stratégique tout en restant partenaire des États-Unis, c'est un équilibre délicat. Ce n'est pas facile. Ils doivent donc continuellement calibrer leurs relations avec les autres, avec les États-Unis et avec la Russie, dans cette optique. Mais on peut voir que tous les pays parlent avec les États-Unis. Les Chinois veulent aussi de meilleures relations avec les États-Unis. Les Russes veulent de meilleures relations avec les États-Unis. Donc ce n'est pas seulement l'Inde, mais elle veut que ce soit sur un pied d'égalité, pas seulement selon les conditions américaines. Alors que les États-Unis cherchent à obtenir un avantage plus grand, car ils ne considèrent pas les autres comme leurs égaux. C'est, vous savez, cette fameuse idée de moyeu et rayon, de la primauté, comme on l'appelle, où ils sont au centre, et les autres sont des rayons de différentes longueurs, comme sur une roue de bicyclette. Ils le voient ainsi, tandis que nous souhaiterions une relation mutuellement bénéfique et égalitaire. Mais pour les États-Unis, c'est la primauté, et les autres sont des filiales. Oui, mais je pense qu'à long terme, cette stratégie finira probablement par mieux fonctionner. Parce que nous voyons aussi, comme avec l'Europe, un exemple parfait de la manière dont un allié est traité lorsqu'il saute par-dessus chaque obstacle que les Américains dressent. Chacun d'entre eux. Et tout ce que vous obtenez en retour, c'est une sorte de mauvais traitement, n'est-ce pas? Ils vous regardent de haut, puis vous disent que vous devez en faire toujours plus. Et plus vous en faites, plus ils vous méprisent. Donc probablement que c'est en réalité, je dirais, une stratégie qui finira par porter ses fruits, mais qui comporte des hauts et des bas. Alors voyez-vous actuellement la relation entre les États-Unis et l'Inde réellement s'améliorer? Ou bien ces 25% de droits de douane supplémentaires pèsent-ils très lourd? Et les insultes adressées à M. Modi? Eh bien, écoutez, l'Inde fait beaucoup d'efforts. Ces négociations commerciales durent depuis des mois. Elles n'ont pas encore abouti, mais on dit qu'elles en sont à un stade sensible où elles pourraient réussir et ces droits de douane supplémentaires de 25% pourraient être supprimés. Alors, les choses reviendraient à la normale, mais il est clair qu'elles ne redeviendront jamais tout à fait comme avant. Le facteur de confiance a diminué et l'Inde doit constamment se méfier des Américains. Elle observe la manière dont les États-Unis se comportent avec la Russie. Le fait que M. Trump ait proposé à la Chine un G2, c'est une bonne chose que la Chine l'ait refusé. Pardon, qu'est-ce que le G2? Lorsque M. Trump a rencontré Xi,
Il a dit qu'il pourrait avoir un G2 au lieu d'un G7, où tous deux seraient, vous savez, les principaux acteurs. Les États-Unis reconnaîtraient la sphère d'influence de la Chine en Asie du Nord-Est et du Sud-Est. Mais Xi Jinping a déclaré « Nous ne serons jamais une puissance hégémonique ». C'est une conversation que nous avons vue. Je n'avais même pas entendu parler. Merci. Oui, vérifiez-le. Je pense donc que l'Inde observait cela. Comment, parfois, M. Trump invite le Pakistan sans parler à M. Modi, ou bien il courtise Xi Jinping tout en ignorant l'Inde, tout en imposant des tarifs et des pressions. Tous ces éléments font partie du calcul. En même temps, je pense que l'Inde fait preuve de beaucoup de patience, car elle a des enjeux importants avec les États-Unis. 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux, beaucoup d'Indiens non résidents. Donc, il existe une sorte de nationalisme à distance depuis l'Amérique. Ils interviennent parfois dans la politique indienne, mais ils constituent un lobby là-bas. Et les étudiants indiens veulent aller dans les universités américaines, n'est-ce pas? En fait, quelqu'un en Amérique, je l'ai entendu dire, que ce mouvement Make America Great Again doit beaucoup à la technologie indienne. Ces jeunes étudiants qui s'y rendent, la Silicon Valley en est pleine, ont contribué à construire l'intelligence artificielle américaine. Ils ne l'ont pas fait en Inde, mais là-bas, grâce aux infrastructures et aux salaires qu'ils y trouvent. Ainsi, issus de tous ces Indian Institutes of Technology, qui sont de niveau mondial. Au début, il y en avait 5, maintenant il y en a une dizaine ou une quinzaine. Leur objectif a toujours été d'aller aux États-Unis. Il y a un grand désir de poursuivre des études là-bas. Les Chinois, fait intéressant, sont nombreux à revenir, mais les Indiens, eux, veulent rester pour obtenir la carte verte. Et cela est contrôlé. Donc, il y a, vous savez, un intérêt aux États-Unis. Leur soft power est très fort, car en Inde, l'élite parle anglais. Moi-même, j'aime les films, la musique et la littérature américaine. Mais bien sûr, les gens en lisent beaucoup. Il y a donc un grand marché pour le soft power américain et aussi une sympathie pour l'Amérique. Mais maintenant, on commence à comprendre ce que les Américains peuvent faire. C'est-à-dire qu'ils sont libéraux à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur, leurs intérêts nationaux peuvent entrer en collision avec ceux de n'importe qui. Et l'Europe en est un parfait exemple. Je pense que tout le monde éprouve de la compassion pour les Européens. Merci au fait d'avoir dit cela, car les Européens, bien sûr, ne l'ont pas encore compris. Il leur faudra encore une vingtaine d'années, mais c'est très aimable de la part des autres d'éprouver de la compassion pour nous. Peut-être pour résumer, la manière dont vous percevez la stratégie à long terme de l'Inde aujourd'hui, pensez-vous qu'elle investira davantage dans les relations bilatérales, ou plutôt dans les relations multilatérales? Ou bien, quel est le point d'ancrage de la stratégie de politique étrangère de l'Inde envers le Sud global, y compris la Russie, bien sûr, comme les BRICS et ainsi de suite? Eh bien, voyez-vous, l'Inde affirme toujours qu'elle fait partie du leadership du Sud global. Le Sud global n'a pas un seul dirigeant. Actuellement, je pense que l'Afrique du Sud fait preuve d'un bon leadership en saisissant la Cour internationale de justice sur la question de Gaza. Mais l'Inde fait également partie du G67, le groupe des 67, qui se coordonne aux Nations Unies sur diverses questions. Elle fait partie du mouvement des non-alignés. Cela dit, vous savez, les relations sont devenues plus transactionnelles, mais elle continue à participer aux réunions et à en faire partie. Elle appartient aussi aux BRICS, à l'OCS et à l'IBESA, le groupe Inde, Brésil, Afrique du Sud, ainsi qu'à de nombreux autres forums plurilatéraux. Le Forum de la région de l'océan Indien, le BIMSTEC. Elle souhaite également entretenir des relations plus étroites avec l'ASEAN et avec le Japon. C'est donc leur politique,
ce qu'ils appellent la politique multivectorielle. Dans certains milieux, on la critique parce que certains disent qu'elle n'est ni ici ni là et qu'elle a perdu la dimension normative et morale qu'elle possédait durant le mouvement des non-alignés, être antiraciste, anticolonial et antinéocolonial. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus transactionnelle et donc bénéfique pour le capitalisme néolibéral indien et la croissance. Car ils interagissent avec de nombreux pays, mais ils mènent aussi une aide au développement inconditionnel pour de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine, une aide humanitaire, et ainsi de suite, et cela de l'aide occidentale car elle n'est assortie d'aucune condition. Western assistance because it has no conditions. And the person who, the country which wants assistance, Et le pays qui demande de l'aide en fixe les conditions et précise à quoi elle doit servir. Ainsi, l'Inde ne dit pas, par exemple, qu'il faut orienter l'aide qu'elle accorde dans une direction particulière, ni qu'elle doit comporter des clauses sociales ou environnementales, ce qui pourrait être positif ou négatif. Elle se contente simplement de fournir l'aide. Il y a donc cet aspect vis-à-vis du Sud global. L'année prochaine, en 2026, l'Inde va présider les BRICS et la Russie a promis son plein soutien. Cela faisait partie de l'accord, la Russie devait l'appuyer, ce qui signifie que M. Poutine pourrait venir. Sinon, bien sûr, Lavrov serait présent. Les deux ministres des Affaires étrangères, Lavrov et M. Jaishankar, sont en réalité assez proches personnellement. Et l'Inde respecte ce que fait la Russie. Fait intéressant, par exemple, en 2014, lorsque la Russie a pris le contrôle de la Crimée, l'Inde a été l'un des rares pays à déclarer que la Russie avait des intérêts légitimes. Même la Chine s'y est opposée, mais l'Inde l'a soutenue. Donc, vous savez, ce n'est pas une relation nouvelle. Et cette rencontre montre qu'elle ne fera que s'approfondir à plusieurs niveaux. Si leurs économies deviennent plus intégrées, si l'accord de libre-échange et les investissements russes dans l'économie indienne aboutissent, cela pourrait être assez important au cours des 10 prochaines années. Encore plus profond qu'auparavant. Oui. Je le pense aussi. Et puis, comme les mécanismes que tu as exposés plus tôt, il y a beaucoup d'éléments dans ce processus qui ont un très fort potentiel, ce qui est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles les gens sont assez optimistes à propos des BRICS, de l'Inde, de la Chine et de la Russie. Ils créent de nouvelles choses, ils ne se contentent pas de parler de ce qu'ils veulent démanteler, ce dont je suis très heureux. Maintenant, Anu, merci pour cette vue d'ensemble. Pour les personnes qui souhaitent en lire davantage de ta part, où peuvent-elles te trouver? Eh bien, vous savez, j'écris assez régulièrement dans une revue indienne appelée Economic and Political Weekly sur de nombreuses questions de géopolitique. Si vous cherchez simplement mon nom sur Google, vous trouverez mes travaux, car je ne tiens pas de blog ni rien de ce genre. J'enseigne aussi à plein temps à l'université Jindal maintenant. Donc j'écris dans différentes revues indiennes, et si vous cherchez mon nom sur Google, un grand nombre d'articles à pas patron, si n'importe qui peut m'envoyer un email et ferait parvenir ce que j'écris. Tout le monde, renseignez-vous sur Anuradha Chenoy et contactez-la si vous le souhaitez. Anuradha, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal.